Bonjour à tous, donc avec l'année 1994 à la WWF, dans un nouveau décor, hein, je pense que l'autre pièce était un peu sombre, alors voilà. Donc comme d'hab, je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées depuis la dernière vidéo, qui était l'année 93 à la WCW, pardon. Et puis ensuite je résumerai un peu ce qui s'est passé en 94 vite fait, en donnant un peu mon avis là-dessus, et puis je continuerai à donner mon avis, mais à travers des awards perso, toujours les mêmes. Voilà. Donc je commence en répondant aux questions, je vais essayer de pas traîner trop, je vous mets tout de suite en dessous le chrono en gros à partir duquel le sujet vraiment de la vidéo, c'est-à-dire 94 AWF, commence. Comme ça, si vous voulez pas écouter toutes les réponses à toutes les questions, bah, vous pourrez sauter cette partie-là ou la regarder un autre jour ou quoi. Voilà, donc allons-y avec les questions que j'ai mis ici. Je vais commencer par les différentes questions parce qu'il en a posé pas mal, de Sanity qui a fait un long pavé. Donc je vais pas tout lire. Il y a une première question qui concerne le fait de prendre le nombre de spectateurs comme chiffre, référence pour évaluer la taille des fédérations. Alors, il me dit, dans un milieu comme le catch, il y a trop peu de chiffres qui peuvent traduire ou non la popularité d'une fédération, et peut-être que regarder aussi la popularité sur les réseaux sociaux, sites de streaming, si la fédération fait parler de merchandising, etc., pourrait être pertinent. Voilà, je coupe court, hein, il a écrit plus que ça, mais je prends juste la fin. Alors, effectivement, hein, c'est pas la panacée de prendre le nombre de spectateurs. Si je pouvais avoir d'autres chiffres, ce serait plutôt cool, même si ça pourrait me décourager aussi. Mais je pense que le nombre de spectateurs, c'est le chiffre le plus pertinent et de loin parce que c'est le chiffre qui est en haut de la pyramide, si tu veux. C'est-à-dire qu'on peut penser que, et à mon avis ça me paraît assez cohérent, que ceux qui vont dans les salles pour voir les fédérations sont quand même des gens qui vont regarder des trucs à la télé, qui vont aller sur les sites de streaming, qui vont être abonnés au network, qui vont prendre des merchandising. En fait, je pense que se déplacer dans la salle, c'est la démarche ultime quelque part, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Alors que qu'une fédération ait beaucoup d'abonnés ou qu'il y ait du monde qui arrête son show, s'il est diffusé à une bonne heure où il n'y a pas de concurrence sur une chaîne qui est bien beaucoup regardée, etc. Je veux dire, voilà, ça va être regardé. Regardez sur TF1 toutes les daubes qui font de l'audience, alors que si elles étaient diffusées sur W9, elles en feraient beaucoup moins. C'est pas le show qui fait l'audience, c'est limite la chaîne aussi. Donc il y a trop de paramètres sur les autres trucs. Et puis ça ils se chassent entre eux, c'est-à-dire que si les gens vont voir un truc en replay, ils sont pas comptés dans les audiences, machin truc. Voilà. Donc à un moment donné, le seul chiffre qui me paraît vraiment pertinent et un peu fiable, c'est le nombre de spectateurs dans les salles. Voilà. Pourquoi? Je continue, toujours Sanity. Alors il me dit que cette année, je vais essayer de regarder un maximum de choses de 2017, etc. Et il me demande si j'ai des recommandations. Donc clairement, j'en ai pas puisque je ne regarde pour l'instant pas grand-chose de 2017. Et il me demande aussi ce que je pense des tournois comme le Carnival à All Japan Pro Wrestling ou d'autres tournois à la Noah, etc. Bon, je coupe court là encore. Alors, ce que j'en pense de ces tournois, je peux pas dire de façon de but en blanc parce que selon les époques, j'en pense pas la même chose. Ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, ce que je peux dire sur ces tournois, exactement comme pour le G1 et en fait exactement comme pour tout le catch, je crois, c'est qu'on est dans une époque où la partie émergée de l'iceberg, donc ce qui dépasse, je trouve qu'elle est de très belle qualité. Il y a vraiment plein de super bons matchs et de grands segments et de trucs. Mais à regarder dans la quantité et à prendre en compte aussi l'autre partie de l'iceberg, entre guillemets, si je continue ma métaphore, je trouve que ça devient lourd et lourdingue limite. On est dans une époque où le best est vraiment très bien, mais la quantité est pas bonne à cause d'un recours trop important au côté work rate et pas assez sur le storytelling et tout ça, je pense. Et à côté, vouloir toujours en faire trop et augmenter la durée des émissions et tout ça. Et c'est valable pour le Japon, c'est valable pour le WWE, c'est valable pour la multiplication des fédérations dans le monde, pour des styles similaires, etc. Il y a plein de trucs. Voilà. Bon, c'est des choses que j'ai déjà dit, je crois, je vais pas m'attarder. Je continue. Oui. Hâte de t'entendre sur la Jim Crockett Promotion. Le produit de l'époque m'attire et justement, je me demande quelles sont pour toi les années post-Jim Crockett Promotion, donc WCW, qui sont les plus intéressantes. Beaucoup disent que la WCW commence à chuter en termes de qualité de produits dès l'arrivée de Hogan, environ. Je ne connais que très peu cette période, mais m'étant un peu renseigné, j'ai remarqué que le booking des 95 commence à être mauvais, jusqu'à l'arrivée à un booking général dans les années suivantes que je qualifierais de très mauvais. Je peux même faire une comparaison avec la TNA qui, tout comme la WCW, à une époque, n'a pas pu aller plus loin à cause d'un booking général trop faible avec trop peu de sens et qui ne regardait pas sur le long terme. Alors, je prends tes questions dans l'ordre. Les meilleures années de la WCW, de toute façon tu vas les connaître puisque je vais les passer en revue, j'ai déjà commencé. Les meilleures années c'est 92, puis ensuite je dirais 96, 97, 98. Voilà.
Et encore, voilà, 93, 94 c'est bien aussi. En gros, 92, 93, 94, 96, 97, 98, plutôt pas mal. 95 c'est ignoble, c'est entre les deux. 99 c'est nul à chier aussi. Et avant c'est pas terrible, mais c'est pas dégueu. Voilà, mais je trouve que la WCW est comme la WF à peu près. Ils ont pas les mêmes qualités, mais c'est vraiment mauvais en 99. Bon, il y a le trou de 95 de la WCW qui n'existe pas pour la WF, mais voilà. Mais enfin voilà, les meilleures années, celles que tout le monde retient au final de la WCW, hein, c'est 96, 97, 98. Et j'ai pas parlé de 2000. Alors 2000 c'est pas terrible. La fin de 2000 et le début de 2001 par contre c'est vraiment bien. Aussi. C'est la période post-Rousseau en fait. Mais bon, bref. Mais j'y reviendrai. Voilà. Et donc ensuite tu me demandais, ah oui tu me parlais du booking. Alors moi je suis pas trop d'accord pour le dire que le booking de la WCW est mauvais et après très mauvais et machin. C'est vrai qu'il est mauvais, il a jamais été excellent parce qu'il a toujours eu des défauts. À une époque il avait le défaut d'être trop sobre et de pas faire grand chose. C'est le problème de 93, si vous avez regardé ma vidéo dernière vous avez vu ça. Enfin vous avez entendu dire ça. Et ensuite, ils vont avoir des bonnes idées, mais ils vont pas avoir de la suite dans les idées. C'est-à-dire qu'ils vont pas savoir comment enchaîner les idées, et puis ça va être trop un problème de politique backstage et de conneries qui font que tu vas te retrouver avec des storylines où Goldberg se fait screwed et jamais il va se venger, quoi. Genre les Four Horsemen, ils se font péter par Mr. Perfect un jour, un screw job immense, hein, voilà, hyper bien, ça met une hit de fou, et jamais ils se vengent. Enfin, ou alors la vengeance est passée inaperçue, je sais pas, mais voilà, mais Goldberg se fait... il y a le Finger Poke of Doom, il se fait quand même bien enculer. Il s'est jamais vengé du truc, ni sur Hogan, ni sur Nash. Pire, Nash est venu le sauver un mois et demi plus tard des assauts de DDP, qui venait de faire un turn en passant, enfin bref. C'est ça le problème en fait, c'est que si il n'y a pas une stabilité et des storylines qui vont quelque part, et que quelque part soit un peu un climax du truc, c'est-à-dire que si tu build un an de Sting qui en veut à Hogan pour un match pourri où il bat même pas Hogan, même si ton année elle était efficace, au final t'as fait des dégâts. Et c'est ça les dégâts de la WCW. En fait, mais il y avait de l'idée de booking, il y avait des bonnes choses. Hein. Plein de trucs super cool à la WCW. Mais c'est un peu le bordel, c'est épileptique et ça va nulle part. Voilà un peu. Entre guillemets. Voilà. Donc c'est pas trop comme la TNA. Enfin si, ça ils avaient un peu ça la TNA, mais c'est un peu différent. Voilà, je continue. Je me permets de revenir sur ce que tu as dit sur le kayfabe et sur ce qu'on dit de la fabuleuse histoire du catch américain à ce sujet. C'est déjà amusant, car je sors le même exemple que toi, à savoir l'interview d'acteur pour parler d'où doit se limiter le kayfabe. À mon avis, à ce sujet, au sein du produit en lui-même, le kayfabe doit être poussé à fond, mais que en dehors, sur Twitter, etc., cela reste facultatif, mais pas moins dispensable. Bon, facultatif mais pas moins indispensable, je comprends pas. Bref, si je reprends l'exemple de l'émission FHCA à ce sujet, où Vader et Undertaker se font interviewer hors WF, Vader se met à fond dans son personnage et dans la storyline, et donc personnellement, si je vois ça en show TV, ça me donne envie de regarder le combat de Vader. Alors ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est pas grave s'ils sont pas in kayfabe en dehors du temps d'antenne, mais que s'ils le font, c'est quand même cool. Bon. Moi, en fait, alors j'ai regardé cette émission de la FHCA, je regarde toujours la FHCA, même si je suis pas toujours d'accord avec eux, même quand je suis pas d'accord avec eux, je trouve que c'est enrichissant, et ça fait réfléchir et tout, c'est cool, donc voilà. Pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on pourrait me faire, donc je le refais parce que je le pense. Voilà. Et en fait, justement, sur cette vidéo-là, j'ai plusieurs fois été pas d'accord avec eux, notamment sur la définition du kayfabe. Moi, je pense que on a trop tendance à penser le kayfabe comme un truc qui est total ou pas. Ou alors, ce n'est pas le kayfabe. C'est-à-dire que si les mecs ne vendent pas leur personnage non-stop, alors que le kayfabe a été brisé, basta. Moi, je pense que le kayfabe, c'est un peu comme le mot aimer en français. C'est un mot qui renvoie à plein de trucs qui ne devraient pas être traités sur le même niveau, comme par exemple j'aime le chocolat et j'aime la personne avec qui je suis depuis 30 ans, par exemple, admettons, ou j'aime une personne depuis pas longtemps, mais elle m'aime pas réciproquement, donc réciproquement, je sais pas comment dire. Bref, réciproquement, c'est mieux. Et donc ça fait une passion, voilà, c'est des choses très différentes qui sont qualifiées avec le même verbe. Et ben c'est pareil, le kayfabe, entre vendre le personnage comme Vader le fait dans une interview hors des antennes de la WWF ou un truc où ça brise le kayfabe dans tous les sens, mais t'as quand même un arbitre qui compte de 2, alors qu'il sait très bien que c'est pas le tombé, parce qu'on lui a dit c'était quoi la fin du match, mais il compte quand même. C'est du kayfabe, c'est toujours un bout de kayfabe, c'est toujours un bout des mecs qui essayent de faire comme si c'était vrai et nous faire. Enfin, ça nous donne des éléments. En fait, c'est ça la définition du kayfabe au fond, moi je pense. C'est tout ce qu'une fédération essaye de mettre en place pour
nous faire regarder le catch comme une fiction au premier degré, comme un truc réel, en fait. Voilà. À partir du moment où ils ne mettront plus rien du tout en place pour qu'on ne regarde pas ça comme ça, eh ben, je pense que ça sera plus du catch. Et donc, je suis en train de dire qu'en gros, le kayfabe, c'est un ingrédient indispensable au catch, et que quand il n'y en a pas, c'est pas du catch, c'est de la gymnastique, en fait. Et que même les trucs les plus barrés au niveau kayfabe, genre la shikara, quand ils se battent au ralenti, après tout, si t'admets qu'un mec a des pouvoirs de mettre un autre au ralenti, que lui il peut hypnotiser un tel, etc., et qu'à cause de ça, t'as quand même un kayfabe, parce que t'as l'idée de combat, t'as l'idée d'un arbitre qui va compter, etc., ben après tout, si les gens arrivent à suspendre leur crédulité, à regarder ça au premier degré, c'est du catch. Le souci que j'ai, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne regardent plus le catch au premier degré. Et ça, c'est un autre débat. Et j'ai l'impression que c'est trop aussi auto-intégré que les gens ne regardent plus forcément au premier degré, donc autant pas se faire chier. Mais si, faites-vous chier quand même, parce que ça va nous aider à être dedans. Et je pense que plus on sera dedans, mieux ce sera. Quand même. Voilà. Bon, j'ai déjà parlé pas mal de fois du kayfabe, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus, donc on continue sur la question suivante. J'ai vu quelque part, on s'est concernant la WCW 93, j'ai vu quelque part que les officiels de la WCW voulaient stopper l'équipe des Hollywood Blondes car cette équipe prenait trop d'importance dans le roster et au sein du public et ils n'avaient pas l'intention de les pusher davantage. Peux-tu me le confirmer? Et si cela est le cas, m'expliquer pourquoi Dusty Rhodes, qui était booker en chef à l'époque je crois, n'avait peu ou pas confiance en Austin et Pillman qui, pour certains à l'époque à la WCW, les voyaient en haut de l'affiche. Alors, moi j'ai entendu cette version, mais j'ai aussi entendu, et je sais plus pourquoi c'est celle-ci que je garde, mais elle m'avait paru plus fiable. Les sources je sais plus, mais enfin, il me semble, moi la version que je conserve, c'est qu'ils ont fait splitter les Hollywood Blondes pour faire partir Steve Austin en solo, parce que Dusty Rhodes voyait une star potentielle en Steve Austin. Ils se sont dit, on va le mettre autour du titre US et on va voir ce que ça donne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que le temps qu'ils fassent ça, Dusty Rhodes a perdu de son influence, et c'est plus Ric Flair, Bischoff et Hogan qui géraient en backstage. Et bon, Dusty Rhodes était un peu dans les parages quand même. Et du coup, ça s'est pas prolongé pour Austin. Et ils doivent s'en mordre les doigts un petit peu. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça. Et donc, du coup, la deuxième partie de la question, je pense qu'il avait confiance en Austin et Pillman, mais enfin surtout en Austin en fait, et il s'est dit Austin peut être une star, donc je vais tenter. Voilà, tout simplement. On était dans une époque où l'idée d'avoir des stars dans la division par équipe, ça commençait à ne plus être très valable. Donc ils ont commencé à se dire, attends, si tu as des stars dans la division par équipe, fais-les splitter pour avoir des stars dans la division solo, qui est la division valable. Ce qui n'est pas forcément vrai comme affirmation, mais c'est l'époque où ils ont commencé à se dire ça, et on se dit encore ça aujourd'hui. Si tu as une équipe qui marche avec deux stars, ils vont la splitter. Ça c'est clair. Voilà. Question suivante de What the fuck. Pourrais-tu faire un épisode sur Mick Foley et ses personnalités, Mankind, Dude Love, Cactus Jack? PS, j'ai une préférence pour Dude Love. Alors, il y a des chances pour que je fasse son top 10 très prochainement, puisque ça fait partie des lutteurs que j'aime bien, pour lesquels j'ai vu toute sa carrière de long en large et en travers. Et oui, c'est un cas assez intéressant, donc pourquoi pas. Je suis quand même assez surpris que tu dises que tu préfères Dude Love, parce que c'est quand même le lutteur l'incarnation de Mick Foley qu'on a le moins vu, et qui a le grand nombre de bons matchs et tout ça. Et de segments et tout ça. Donc c'est assez surprenant. Alors c'est peut-être justement la frustration de ne pas avoir beaucoup de Dude Love par rapport aux deux autres qui fait que tu l'aimes, je sais pas. Ou peut-être que tu es un hippie kitsch toi-même, j'en sais rien, mais bref. Voilà. Donc oui, je ferai sûrement ça bientôt. Question suivante de Prince PDC. J'ai une question pour ta FAQ permanente. Et ça c'est assez intéressant. Que penses-tu du texte du philosophe Roland Barthes, Le monde où l'on catch, publié dans Mythologie en 1957, et qui, depuis l'élection de Donald Trump, a été remis au goût du jour par les journalistes français? Alors d'abord, je ne vois pas le rapport avec Donald Trump. Personnellement, j'ai dû louper ça. Donc si tu veux m'expliquer ce que c'est ou autre, n'hésite vraiment pas. Je te le demande même, on va dire. Pour ce qui est du texte, je l'ai lu au moins 2 fois. Enfin, je me rappelle surtout de la première fois que je l'avais lu parce que j'avais beaucoup d'attentes dessus. Si tu veux, je me suis dit, putain, c'est hyper bien pour moi, c'est plus un sociologue qu'un philosophe, mais bref. Qu'un mec aussi renommé ait écrit sur le catch, c'est vachement cool et tout. Et j'étais hyper déçu parce que je trouve que c'était une vision assez caricaturale et réductrice de ce qu'est le catch. Et cette vision-là, comment il le décrit et ses spécificités et tout ça, je trouve que ça colle pas avec certaines formes de catch, comme par exemple le catch japonais. Aussi, il a l'air de dire qu'en gros l'intérêt du catch est vraiment à un endroit spécifique, par exemple tout l'aspect work rate ou plaisir de voir des contres et voir un mec dépasser l'autre par la technique ou autre. Il n'est pas du tout décrit. Enfin, j'ai un souvenir assez négatif finalement du texte. Je suis pas en train de remettre en cause Roland Barthes, mais je pense que sur le catch, pour le coup,
Bon, ça a été pris en 57, donc après en 57, voilà, c'était chaud aussi de se rendre compte. Mais tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je viens de parler du kayfabe, et on se rend compte qu'en 57, un mec comme Roland Barthes pouvait parler du catch comme étant une fiction. Et ça faisait chier personne. Bref. Donc comme quoi, le kayfabe, si on veut le garder ou pas, on peut. Enfin bref, voilà, ce que je dirais, c'est que j'étais assez déçu, je trouvais ça réducteur. Et donc si tu veux me faire le lien avec Donald Trump, je t'écoute. Ensuite, question de 450 Splash. Que penses-tu de NXT? Personnellement, je pense que c'est ce que la WF fait de mieux en ce moment et je trouve que le produit a beaucoup de similitudes avec le catch US des années 90. Une frustration développée par le fait qu'il n'y ait qu'une seule heure de show par semaine et que notre superstar favorite n'est pas tout le temps là. Le format permet aussi de ne pas lasser le spectateur, bien au contraire, contrairement à Raw. Il y a une variété dans les angles. Et si je devais faire une émission sur une année comme tu le fais, je pense que ce serait plus simple de le faire pour NXT. Le seul bémol étant qu'il n'y ait pas suffisamment de feud, ou très rarement. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que je pense de NXT? Bah moi, j'en pense plutôt du bien, même si j'ai un gros problème avec le public. Je crois que je l'avais déjà dit. C'est-à-dire que le public, on parlait du kayfabe tout à l'heure, pour moi, de façon délibérée, à NXT, je sais pas pourquoi, plus qu'ailleurs, pour la WWE en tout cas, affiche clairement dans ses chants et tout qu'il ne regarde pas le catch au premier degré. Donc en fait, il est en train de... Moi, quand je regarde ça, ça me perturbe dans ma lecture du truc en fait. Et donc souvent, je coupe le son. Voilà, je mets de la musique à la place, tout simplement. Et ça me gêne. Mais sinon, effectivement, le produit il est plutôt pas mal. Même si in-ring, j'aime pas les matchs comme par exemple Shinsuke Sami Zayn où ils essayent d'être très forts sur le work rate. Je trouve qu'ils ont fait des matchs parfois. Je me rappelle d'un ladder match où j'étais agréablement surpris comme ça. Je crois que c'était avec Neville et Finn Balor. Où je m'attendais à un spotfest à la con. Ils avaient fait un match assez intelligent. Mais je sais plus si c'était avec lui ou si c'était avec peut-être Tyson Kidd. Bref, j'avais été agréablement surpris, je m'étais dit ils vont faire un spotfest comme des gros bourrins, en fait ils avaient fait un truc intelligent. Et voilà, les NXT je trouve qu'ils des fois ils sont bien, puis des fois ils se barrent un peu en couille. Voilà un peu mon avis dessus. Mais effectivement il y a des points en commun avec la catch des années 90 au niveau de la frustration et tout ça, mais il n'y a pas la même saveur, notamment parce que le style in ring n'est pas le même et qu'il y a cette ambiance smart quand même qui reste derrière. Et c'est paradoxal en fait, mais bon. Question suivante, au pluriel, de El Presidente Penultimo. Alors, ça m'intéresse. Je regrette moi aussi la disparition progressive des styles régionaux au profit d'un style normalisé mondial. Cependant, certaines évolutions peuvent s'expliquer très simplement. Je ne dirais pas que le shoot style a disparu complètement, je dirais qu'il a évolué vers le MMA, Mixed Martial Arts, qui, sur pas mal d'aspects, reste un sport présenté de manière similaire au catch. En effet, à sa grande époque, le Pride Fighting Championship était bien plus une fédération de catch qu'une fédération sportive. En effet, ils prenaient bien soin de protéger leurs top stars comme Krokop ou Fyodor, en les faisant affronter de pseudo-jobbers qui ne constituaient pas une menace pour les faire s'affronter entre eux que très rarement. L'UFC, avec McGregor, sait très bien jouer sur les codes du catch pour vendre ses pay-per-view, etc. Alors d'abord, moi j'ai un truc qui me gêne dans ce que tu dis, c'est que je trouve pas que Fyodor, Krokop, Nogueira et compagnie, ils étaient protégés. C'est juste qu'il faisait beaucoup plus de matchs dans une année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une star à l'UFC, elle fait 1 ou 2 matchs. Alors, bref, à un moment donné, c'est évidemment qu'ils vont pas faire un match sur 2 contre un jobber. Mais quand, regarde, Krokop, je crois, il a fait 8 ou 9 matchs en 2004. Forcément, dans le tas, t'as du Dos Caras Jr., c'est Alberto Del Rio d'ailleurs. Tiens, pour ceux qui ne l'aiment pas, regardez-le se prendre un kick, c'est rigolo. Voilà, donc dans le tas, forcément, il y a des mecs moins forts. Parce que ça n'aurait pas été viable autrement. Mais je pense que c'est ça qui fait cette différence. À la limite, ils protégeaient peut-être un peu plus leurs japonais. Genre, bon, je ne veux pas détailler, c'est pas le lieu. Mais donc, sinon, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est assez rigolo ça de se dire ça. C'est que le MMA envie le catch sur tout l'aspect entertainment, et le Pride l'assumait complètement avec les entrées, la musique et tout, la fille qui crie. Moi, j'adorais. Enfin, voilà. D'ailleurs, je les ai regardés récemment avec les commentaires en américain, et ces cons-là, ils mettent pas les vignettes vidéo et toutes les entrées et tout, ils perdent vraiment quelque chose. Bref, mais on gagne avec les commentaires de Bas Rutten et... d'ailleurs, à la fin du Pride, c'est Mauro Ranallo, qui était à SmackDown il n'y a pas longtemps, qui commentait. Mais avant, c'était Stephen Quadros. Et alors, Bas Rutten, Stephen Quadros en commentateur, c'est génial. Bref, j'ai les cubes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le MMA envie au catch le côté entertainment, et le catch envie au MMA le côté legit un peu et tout. C'est assez intéressant comment les choses se passent. Et sinon, quand tu dis que le shoot style a été remplacé par le MMA,
Je suis d'accord avec toi, hein, c'est la même lignée, hein, tout ça, ça remonte même à Inoki contre Mohamed Ali, et puis le strong style et tout ça. Et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, du coup, le shoot style a disparu au profit du MMA, mais le plaisir que je prends en regardant du MMA n'est pas du tout le même que je prends en regardant du shoot style. Donc, c'est pas une mutation d'une chose qui est restée, c'est une chose qui a disparu au profit d'une autre. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens, en tout cas. Ensuite, je vais encore pas être trop d'accord avec toi, mais c'est pas grave, je pense. Le but, c'est qu'on se nourrisse l'un l'autre, et qu'on s'explique, et qu'on se fasse comprendre. Bref, l'évolution du puro au Japon peut également s'expliquer par le fait que les styles traditionnels de la New Japan Pro Wrestling et de la All Japan Pro Wrestling Noah ne faisaient plus recette. La New Japan Pro Wrestling devait changer son produit et son image après les dernières années désastreuses d'Inoki. Je fais une pause là tout de suite. Les dernières années d'Inoki ne sont pas désastreuses selon... Enfin, ça dépend comment on regarde. Si on regarde en termes d'argent généré par la fédération, enfin cumulé par la fédération, c'est désastreux, plus que maintenant. Il gagne beaucoup plus d'argent maintenant. Mais, exactement comme le WWE gagne plus d'argent maintenant que pendant l'Attitude Era, apparemment. C'est quand même, ça paraît dingue. Enfin, il gagne en tout cas... Bref. Mais le truc, c'est qu'Inoki, il n'en avait rien à branler de gagner de l'argent, je crois. C'est que lui, ce qu'il voulait, c'était faire de la passion. Faire faire plaisir, quelque part. Ce qui est bizarre. Mais je crois que si tu te dis le catch se porte bien au Japon par rapport au fait que les fédérations gagnent beaucoup d'argent, moi je préfère regarder le catch qui se porte bien au Japon par rapport au fait que ça brasse beaucoup d'argent, qu'il y ait beaucoup de spectateurs partout, que les lutteurs deviennent riches à travers ça, etc. etc. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Si tu prends l'année 2005, la dernière année où Inoki a été booker du début à la fin de l'année, ils font des chiffres bien plus importants que 2007, la première année où Inoki n'a pas été booker du début à la fin de l'année, puisqu'il a été booté durant l'année 2006. Ils allaient plusieurs fois au Tokyo Dome, mais ils faisaient 35 000, 40 000 personnes à chaque fois, alors que maintenant ils font 25 000 en y allant une fois en mettant la plus grosse carte possible. Voilà, donc si on dit que c'est désastreux, c'est uniquement par rapport au fait qu'il avait une masse salariale monstrueuse, parce qu'il mettait des tickets pour faire venir des stars du MMA et tout, hallucinant. Mais c'était sa logique, et quelque part, c'est vraiment... Enfin moi, j'ai pas envie de définir le fait que ça marche pas par rapport au fait que les fédérations gagnent ou pas beaucoup d'argent. Voilà. Je pense que je préfère regarder le nombre de spectateurs, le buzz, l'ambiance, est-ce que ça a une empreinte dans la société, etc. C'est pas le cas aujourd'hui, c'était le cas à l'époque, je pense. Moins à l'époque que 10 ans avant, 20 ans avant, mais c'était quand même le cas. Voilà, alors je continue. Je m'étais arrêté où Elle est certes, alors la New Japan est certes allée trop loin dans son occidentalisation, mais je pense qu'elle conserve quand même une certaine identité à l'inverse de la Noah ou la All Japan, dont on peut avoir ce qui les distingue des autres fédérations indie génériques, mis à part leur histoire. C'est vrai qu'elle garde un petit quelque chose quand même, mais pour moi, elle a renié son héritage du strong style. Aujourd'hui, le strong style, les gens pensent que ça veut dire d'être stiff, quoi, tu vois. Tellement elle l'a renié. Par exemple, je vais pas revenir là-dessus. Et moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'on peut faire évoluer les choses. Faut pas que ça stagne. Mais en gardant un pied dans l'héritage, c'est ce que le Japon a su faire des années 50 jusqu'à 2007-2008, quoi. C'est dommage que ça se soit stoppé. De toute façon, qu'est-ce que c'est que ce bordel d'avoir Gedo, Booker, enfin Gedo plutôt, ça se dit, Booker de la New Japan, alors que le mec, il a même pas été une star de la WAR d'où il est originaire. Ils auraient pu prendre un mec issu de la New Japan comme Booker. Mais même un mec genre Chono, j'en sais rien, mais sinon, idéalement, ça aurait été de prendre Shoshu, Fujinami, ou je sais pas qui. Bref. Bon, je m'arrête là. Et enfin, concernant l'année 93 à la WCW, tu résumes bien la situation, un produit assez constant mais qui ne brille pas spécialement. On est encore dans les années creuses. Pour le recrutement de Bischoff, il me semble que ça avait été une surprise car Jim Ross souhaitait le poste et n'ayant pas été pris, ce dernier aurait pris la décision de quitter la WCW pour la WWF. Effectivement, j'ai lu ça, enfin j'ai entendu souvent ça. C'est vrai, il briguait le poste et il l'a pas eu et il était dégoûté. Enfin, je souhaiterais avoir ton avis sur Luthez. Quand j'écoute des avis sur d'anciennes légendes des années 50, 60, 70, j'entends souvent les noms classiques de Buddy Rogers, Bruno Sammartino, Gorgeous George, mais jamais un mot sur Luthez. J'imagine que si le Wrestling Observer a intitulé son award du catcheur de l'année le Luthez Award, c'est pas pour rien. Mais n'entendais presque jamais son nom mentionné. Quand cette période est évoquée, je me demande s'il a réellement été influent ou si c'était juste un gars qui a été désigné pour être champion, mais que quelqu'un d'autre aurait très bien pu faire l'affaire. Eh ben, en disant ça, tu ne pouvais pas dire plus loin que la vérité. Je vais te dire les choses très clairement et nettes et voilà. Pour moi, Luthez, c'est le plus grand lutteur de tous les temps, c'est le lutteur le plus influent de toute l'histoire du catch, tout confondu. Parce que
justement, par rapport à ce que tu dis, il a été champion très longtemps parce que seul lui pouvait faire ce qu'il a fait, à savoir, il était assez starisé pour pouvoir aller partout et être rentable pour la NWA. Il était assez fort in-ring pour avoir des bons matchs avec un peu tous les lutteurs et tous les styles des territoires NWA. Et il était assez fort dans le legit, dans la qualité legit in-ring, c'est-à-dire si ça se battait pour de vrai, je veux dire, pour conserver le titre au cas où quelqu'un essaierait un screwjob sur la NWA pour récupérer le titre de champion poids lourd à l'insu de la NWA. Et en fait, tout ça a fait qu'il a permis à la NWA de s'installer et au territoire de fleurir et au catch de fleurir. Enfin, moi je pense que ça a été crucial, ça. C'est-à-dire que sans la NWA, je ne sais pas si le catch aurait pu... C'est que les promoteurs se seraient tirés dans les pattes à longueur de temps, et on le voit bien avec Vince McMahon et tout ça, c'est rigolo 2 secondes, mais en fait, au bout du compte, je ne sais pas si ça sera très rentable. Je pense que la NWA a été quelque chose de très 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 positif pour le catch, pour le stabiliser, et Luthez en est un énorme artisan. Mais deuxième influence, il a été très influent aussi au niveau in-ring, il a modernisé le catch en étant un peu plus dynamique, en inventant beaucoup de moves, le STF, le powerbomb, etc. Donc là, il a été influent d'un point de vue in-ring aussi. Et il a été influent aussi pour le Puro. Beaucoup de gens attribuent le début du Puro à Ricky Dozan, qui est évidemment une figure importante, mais je pense que finalement, Luthez est plus important. Parce que c'était difficile pour le catch au Japon de se faire une place parmi le sumo, le judo, tout ça. Et je pense que ce qui a attiré les Japonais, c'est le fait de savoir qu'un mec renommé et plein de skills comme Luthez arrivait, et ils étaient curieux de voir si un Japonais était capable d'aller le battre. Et en fait, si Ricky Dozan est devenu une star, c'est parce qu'il a battu Luthez, ou parce que Luthez l'a fait passer pour fort. Donc c'est énorme ce qu'il a fait pour le catch japonais. Et je me pose vraiment la question, je ne peux pas y répondre, c'est impossible, mais je me demande vraiment, sans Luthez, sans ces matchs-là contre Ricky Dozan, est-ce que le catch japonais aurait pris de cette manière-là? Et voilà, et ça c'est une grande question, et quelque part, il a une influence sur le style que Inoki va adopter derrière, lui et Karl Gotch, qui vont avoir un style rugueux, et c'est ce style-là qui va inspirer le strong style de Inoki, alors que ça va être un petit peu perdu aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est une influence énormissime comme ça à plein de niveaux. Moi je le dis comme ça, je pense que c'est le plus grand lutteur de tous les temps. Voilà. Bon, j'arrête là pour les questions, c'était assez long. Je vais passer maintenant au cœur de la vidéo, à savoir l'année 94 à la WWF. Une année assez sympa, ma foi. Alors, je vais commencer par vous dire un peu ce qui s'est passé en 94 à la WWF, vite fait, en vous donnant un peu mon opinion pour ceux qui ne seraient pas trop au courant ou quoi. Alors moi, quand je pense 94, pour moi, il y a 2 gros dossiers, et à côté, il n'y a pas grand-chose. Le premier gros dossier, c'est la storyline entre Bret Hart et Owen Hart, qui a démarré en 93, mais qui fait toute l'année 94. Bon, je vais pas détailler toute la storyline, mais ils ont un match l'un contre l'autre à WrestleMania, où Owen Hart, à la grande surprise, bat Bret Hart clean. Bret Hart, plus tard dans la soirée, devient champion. Donc forcément, Owen Hart a battu le champion, mais manque de peau pour lui, quelques heures trop tôt. Enfin, voilà. Sinon, il aurait été champion lui-même. Et voilà, et donc ça va permettre à Owen Hart de devenir une star et tout ça, donc c'est quand même important. Il y a plein de rebondissements. Là-dedans vient se greffer Bob Backlund aussi, qui est un ancien champion frustré, qui fait un heel turn et qui incarne un peu l'anti-New Generation et tout ça. Donc il y a plein de trucs qui viennent se greffer, je détaille pas tout. Bret Hart finit par perdre le titre au Survivor Series contre Bob Backlund. Et Bob Backlund perdra le titre le surlendemain au Madison Square Garden dans un house show contre Diesel. Et donc le deuxième gros dossier justement de l'année, c'est en gros la rivalité entre les membres de la clique. Razor Ramon et Montreal d'un côté, surtout Razor Ramon, et Shawn Michaels, puis Diesel, donc Kevin Nash, ensuite. Donc c'est une rivalité qui est assez classique là, mais il y a quand même le ladder match de WrestleMania là-dedans, il y a quand même la montée en puissance de Diesel qui est assez exceptionnelle. Ce mec-là, au début de l'année, si on prend le 1er janvier, c'est un no-name quasi, enfin c'est le garde du corps de Shawn Michaels, mais il est dans l'ombre de Shawn Michaels littéralement, enfin, à ce moment-là. Et il va avoir un push d'enfer, surtout après WrestleMania, où il va devenir champion intercontinental assez rapidement, fin avril, début mai, il me semble. Il va affronter Bret Hart au King of the Ring, et il va battre Bret Hart par disqualification, mais d'une manière où tu te dis il aurait probablement battu Bret Hart si Jim Neidhart n'était pas venu. Ensuite, il va devenir champion par équipe. Ensuite, il va perdre le titre intercontinental, mais à cause de Shawn Michaels, donc il reste intact. Ensuite, ils vont rendre les titres vacants par équipe et va se retourner contre Shawn Michaels. Il a éliminé tout le monde au Survivor Series, enfin il a tout fait. Donc, il est booké comme un monstre absolu et tout. C'est vrai qu'il est assez charismatique. Pas très très bon au micro à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est un push énorme. Et c'est important parce que mine de rien, Kevin Nash, ça va rester un lutteur important, à défaut d'être une star, jusqu'au bout de la décennie.
notamment la WCW avec la NWO, tout ça. Et voilà, ça part de là. L'année 94, elle est absolument charnière pour la carrière de Kevin Nash, clairement. C'est vraiment plus que charnière pour le coup. Et c'est charnière pour la carrière de Owen Hart aussi, parce que si Owen Hart n'avait pas fait l'année 95 qu'il a fait, où il a montré vraiment de la qualité dans un rôle de upper mid-carder main eventer, je pense qu'il aurait pu très rapidement redescendre au rang qu'il avait avant, d'espèce de jobber, lutteur de low card. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une année qui est charnière sur ces deux pôles-là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a Ted DiBiase qui revient en manager, qui déclenche un peu sa $1 Million Corporation. Il annonce qu'il fait revenir l'Undertaker, mais en fait c'est un faux Undertaker, etc. Voilà, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas... Pour moi, il n'y a pas d'autre storyline vraiment intéressante. Et donc, c'est intéressant de le signaler parce qu'il y a quand même des gars comme Lex Luger, par exemple, qui n'ont à peu près rien à se mettre sous la dent. Yokozuna, pas grand chose non plus, etc. Donc, voilà. Bon, donc c'est tout pour mon résumé. Ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que c'est une bonne année 94. Et je trouve qu'il y a une espèce d'injustice dans le traitement que les gens font des années 90 à WF, c'est que 94 est considéré et 95 mal considéré. Or, pour moi, elles sont du même niveau ces deux années-là. Il y a du très bon et il y a de la merde. Et je sais pas pourquoi, mais la merde de 94, on passe dessus. Alors que la merde de 95, les gens s'arrêtent dessus jusqu'à dire ah ouais c'est de la merde l'année 95. Alors que non. Je veux dire, l'Undertaker contre Undertaker à SummerSlam, c'est un main event de merde. Piper versus Jerry Lawler à King of the Ring, c'est de la merde aussi. Lex Luger et Yokozuna Royal Rumble, c'est de la merde, etc. Puis, il y a les dunks là, les clowns nains à Survivor Series, enfin il y a des trucs ignobles. Hein. Et les gens passent, tu vois. Alors que Mabel King of the Ring, Diesel contre Mabel en finale en main event de SummerSlam, genre de truc, ou Sid versus Kevin Nash ou quoi, des trucs comme ça, les gens chient dessus et ils disent rien que pour ça c'est de la merde. Mais il y avait des trucs vachement bien en 95. C'est juste que voilà, c'était pas au même niveau de la carte, peut-être, je sais pas, mais bref. Dans la quantité, j'ai pris autant de plaisir, voire peut-être plus de plaisir à regarder 95 que 94. Enfin, dans tous les cas, c'est deux années qui se valent à peu près, qui sont meilleures que 93, qui sont les bonnes années de la New Generation, qui va de toute façon muter en Attitude Era durant l'année 96, qui est peut-être, si on considère que c'est une année de la New Generation, la meilleure année des trois, mais voilà. En gros. Quoique, ça se discute. Voilà, donc c'est des bonnes années. Moi j'aime bien ces années-là, elles n'ont pas été bonnes d'un point de vue audience, et c'est sûrement pour ça aussi que les gens sont durs avec ces années-là. Il n'y a pas eu beaucoup de spectateurs à l'époque, mais moi je trouve que c'est de bonnes années en termes de contenu. Voilà, alors maintenant, mes horaires perso. Je vais commencer avec le surutilisé de l'année, donc le lutteur qu'on aurait aimé avoir un peu moins ou moins haut dans la carte. Alors j'ai mis troisième Diesel. Par défaut un petit peu. J'ai hésité entre lui et IRS, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Bon, il est surpushé, Diesel, ça c'est clair. Il n'a pas la qualité in-ring qui correspond au push qui lui a été donné. Mais je trouve qu'il a assuré ses top matchs. Contre Bret Hart, du fait de Bret Hart, contre Razor Ramon et SummerSlam, peut-être plus du fait de Razor et Shawn, etc. Mais bon, au moins il a fait son côté du boulot, il a tenu son truc. Après voilà, au micro il est pas tip top et tout, mais il a du charisme naturel, donc ça passe. Il va apprendre à être bon micro par la suite. Et voilà, je pense que il a fait ce qu'il fallait pour pas être gênant, mais ça reste quand même un surpush par rapport à ses skills. Et tu compares à des lutteurs un peu dans le même registre, comme des Adam Bomb, des Crush qui étaient dans le roster à l'époque. Tu te dis pourquoi lui, quoi. Pourquoi Diesel plus qu'eux, finalement. Bon, après ça n'a pas forcément été une mauvaise idée, parce que des trois, je pense que c'est celui qui avait le plus fort potentiel au niveau charisme et mic skills. Et donc il a pu s'affirmer de ce côté-là. Numéro 2 sur ce podium-là, j'ai mis Lex Luger. Donc Lex Luger, il a rien fait, mais il a tout raté. C'est beau ça. Il n'a pas eu grand-chose à faire de vraiment majeur, mais quand même, il a eu Yokozuna un peu pour le titre, plus ou moins à WrestleMania, ça n'a pas été intéressant. Bon, il a eu la finale du Rumble un peu avec Bret Hart là. Ouais, il est là, mais on s'en fout. En fait, il devient très fade et plat et inintéressant et il n'y a rien de mémorable. Donc c'est une année ratée pour un mec qui était quand même plutôt dans le upper mid-card main event. Donc voilà. Et numéro 1, je l'ai un peu évoqué, il y a Dunk. Voilà, Dunk face avec Dink, le nain et tout, c'est ignoble. Je crois que j'ai pas besoin de détailler. Donc ils ont quand même un match de 1 quart d'heure, 20 minutes contre Jerry Lawler et des nains aussi, hein, à Survivor Series. Quand tu commences à donner 20 minutes à ce genre de conneries, c'est que c'est du surutilisé. Allez, ensuite, sous-utilisé, donc le contraire, les gars que j'aurais voulu voir un peu plus ou un peu plus haut dans la carte. Numéro 3, Adam Bomb. Alors j'aurais pu mettre Crush, mais Adam Bomb c'est encore pire. Adam Bomb c'est pas compliqué, il est resté 2 ans à WWF. Il a jamais été mauvais,
mais il a jamais eu une storyline. Si vous êtes capable de trouver une storyline avec Adam Bomb, une rivalité, un truc, vous êtes fort. Voilà. Et donc 94, c'est l'année où il est là toute l'année, où il a rien à se mettre sous la dent, alors qu'il est pas mauvais. En gros, c'est un gars, il a un peu le gabarit de l'Undertaker et le côté agile en même temps. Il est peut-être un peu moins grand, un peu moins charismatique bien sûr, mais voilà. Et pas de gimmick aussi. Mais voilà, il fait un face turn en 94. Je sais même plus comment ni pourquoi, mais bon, il se passe rien. Ça sert à rien. Mais c'est dommage, c'est un bon lutteur. Mais je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'il a jamais fait ses preuves. Contrairement au numéro 2, les Heavenly Bodies, donc une équipe qui a été très bonne en 93, mais qui en 94, bizarrement, n'a pas été utilisée. Et je crois que les seuls matchs que je me souviens, c'est au Survivor Series, un peu en bouche-trou, faut le dire, et puis une rivalité contre Aldo Montoya et One Two Three Kid dans le show hebdo Action Zone, où ils ont une série de 2 ou 3 matchs. Mais sinon, je crois qu'on les a pas vus du tout. Et c'est assez étonnant parce que c'est une année où la division par équipe a un peu pris cher, encore un peu plus, déjà c'était pas la fête avant, puisqu'ils vont perdre les Quebecers, les Steiners et tout ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'équipes valables, il y en aura 3-4 à tout casser. Et eux auraient pu aider, et non. Voilà, je pense qu'ils auraient pu avoir des matchs contre les Shrinkers pour le titre par équipe, ou contre Smoking Guns, Men on a Mission, pourquoi pas. Et ça n'a pas été le cas. Donc c'était une bonne équipe qui n'a pas été utilisée, je sais pas. Est-ce qu'il y avait une blessure? Je crois pas, mais voilà. Et puis enfin numéro 1, bon, évident, et c'est le même qu'en 93, c'est Randy Savage, commentateur. Voilà, le mec il est en forme, il peut lutter, tout ce que tu veux, il est commentateur. Et en plus il est commentateur et il dit régulièrement quand il voit un beatdown sur Lex Luger qui se fait beatdown toute l'année, somebody has to do something, tu vois, je fais pas très bien Macho Man. Genre, voilà, il faut que quelqu'un intervienne. Mais t'es là, mais tu peux, toi, tu peux intervenir, tu vois. Ça serait bien. Mais non. Donc voilà. Donc c'est quand même incroyable que Vince McMahon lui en ait voulu de quitter la WWF quand Vince McMahon a mis quand même sur le poste de commentateur un gars qui voulait lutter. Et une star en plus, c'est pas n'importe qui quand même. Savage. Qui était en plus polyvalent, il pouvait être heel, face, il pouvait faire des matchs de qualité avec différents profils. C'est pas un mec trop casse-couille a priori en backstage ni rien, donc il aurait certainement accepté de se coucher et tout sur quelques nouvelles stars. Ouais, c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir Randy Savage contre Shawn Michaels, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, vous imaginez un petit peu à côté de quoi on est passé parce qu'il l'a mis commentateur. C'est dingue. Donc voilà, donc ça, je voulais le dire. Ensuite, award suivant, début retour de l'année. Bon, c'est pas la folie furieuse. Il y a le retour de Ted DiBiase en manager, qui est plutôt pas mal. Il a fini sa carrière de commentateur, de lutteur en 93. Il est revenu un peu en commentateur ensuite. Et donc il revient en manager au printemps 94, en annonçant qu'il a Undertaker, il a retrouvé l'Undertaker et Undertaker est avec lui à nouveau, etc. Parce que c'était quand même lui qui l'avait fait débuter. Donc voilà, ça a quand même la gueule de venir, déjà bon, une star comme lui qui vient, faire une promo comme il est bon au micro, c'est cool. Pour annoncer un truc comme ça, voilà, ça fait des débuts, enfin des retours plutôt pas mal. Numéro 2, le retour du British Bulldog, qui était parti après le scandale des stéroïdes fin 92, qui revient encore plus stéroïdé que jamais, c'est tout le paradoxe, hein, c'est super cool le catch, et qui fait son retour lors de SummerSlam 94, où il assiste au match entre Bret Hart et Owen Hart en cage, et à la fin du match, il y a une espèce de guet-apens où Neidhart empêche les gens de rentrer dans la cage pendant que Owen Hart malmène Bret Hart, et finalement le Bulldog réussit à rentrer avec Bruce et tout ça. Vous regarderez ce segment et vous regarderez le joli bump de Diana Hart aussi au passage, qui est très sympa. Il se prend une clothesline par derrière de Jim Neidhart et qui bump comme elle peut. Bref. Et numéro 1, le retour de l'Undertaker à ce même show, SummerSlam. Retour qui était annoncé des semaines avant et qui était très préparé. C'est la première entrée un peu grandiloquente avec ce côté mythique et mystique de l'Undertaker avec la fumée, les éclairs et tout, la musique. C'est pas la même musique qu'avant. Avant, il avait une espèce de vieux clavier dégueulasse. Là, pour moi, c'est le thème de l'Undertaker avec des petites mélodies en plus du thème de base et tout ça, de la marche mortuaire là et tout. C'est beau quoi à voir. Et comme c'est la première fois et que c'est quelque chose d'attendu, je le mets numéro 1. Même si pour les gens qui ont vu beaucoup d'entrées de l'Undertaker, ça peut paraître un peu banal. Mais bon. Ensuite, Rookie Newcomer de l'année. Bon bah là ça va aller rapidement. Autant 92, 93 c'est le grand chantier. Il y a plein de mecs qui arrivent, plein de mecs qui partent. Autant 94 ça se calme. Et ça se calme sec. Je vous fais la liste de tous les rookies de l'année, dans le désordre. Henry Godwin, Aldo Montoya, Bull Nakano, Alundra Blaze, le faux Undertaker, Doug Drozy, Bob Holly, Kwang et Jeff Jarrett. C'est quand même du lourd, il y a de la star, attention. Voilà, donc le podium il est pas très... Enfin il est dur, en fait. Le numéro 1 est pas dur à trouver, c'est Jeff Jarrett, voilà, bon, ça c'est clair. Il arrive fin 93 en réalité, mais bon voilà, je l'ai compté pour 94. D'ailleurs je compterai Henry Godwin et Aldo Montoya pour
15 parce qu'ils arrêtent tout à la fin de l'année. Mais sinon, après, j'ai mis numéro 2 Kwang, mais un peu par dépit. Alors Kwang, en fait, c'est Savio Vega, sous une gimmick de spécialiste des arts martiaux. C'est pas très passionnant, mais il a eu quelques matchs pas trop dégueux. Et puis numéro 3, j'ai mis Alundra Blaze, parce que bon, entre les deux filles, c'est celle qui me paraît être la plus mise en avant, hein, c'est clairement. Et les matchs entre elles, parce qu'elles sont affrontées qu'entre elles, sont pas mal. Donc voilà. Bon. Ça m'a pas inspiré outre mesure. Donc voilà. D'ailleurs, je précise que Savio Vega, qui était Kwang, je le compterai à nouveau en rookie pour 95 dans la mesure où on n'est pas censé savoir que c'était la même personne et qu'il repart donc à 0. Voilà. J'avais déjà expliqué cette logique dans une autre vidéo. Voilà. Ensuite, Mike Skills Award, les meilleurs lutteurs en segment. Alors, c'était pas évident, mais j'ai décidé quand même de mettre Bret Hart numéro 3. Alors Bret Hart qui est, à mon sens, assez injustement sous-estimé au micro. Disons que c'est le contraire de The Rock au micro. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui en fait des caisses, il essaie d'être réaliste, d'avoir l'air sincère, authentique et spontané. Et du coup, quand il joue l'inquiétude, il est calme, enfin, il peut montrer une palette de choses qui est assez intéressante. Alors que The Rock, c'est des grandes ficelles, c'est je chauffe la foule, c'est je dis des trucs pour faire rire le public, je fais des catchphrases. Et en fait, au final, moi, je préfère ce style-là. Après, il y a des gens qui le font mieux que Bret Hart, ce style-là, mais voilà, il l'a plutôt bien fait tout au long de l'année, à travers notamment sa rivalité contre Owen Hart, voilà. Mais aussi contre Diesel, contre Backlund et tout ça. C'était plutôt cool. Numéro 2, j'ai mis Ted DiBiase, qui a eu beaucoup de promos dans une période de l'année avec l'Undertaker et la création de son groupe de lutteurs avec le côté j'achète Tatanka, j'achète Nikolai Volkov, etc. J'achète Bam Bam Bigelow. C'était assez cool. Et puis numéro 1, j'ai mis HBK, donc Shawn Michaels, qui du coup lutte pas beaucoup en 94, il est un peu le valet de Diesel si on veut, enfin le faire valoir Diesel ou je sais pas. Et il est très très agaçant au micro, il a son émission perso, le Heartbreak Hotel, où il est très cool. À la fin de l'année, il fait commentateur aussi. Je sais pas pourquoi il lutte pas, c'est très bizarre, c'est un peu comme Macho Man, je sais pas ce qui s'est passé. Et il est excellent. Je pense que c'est la première année où Shawn Michaels est vraiment incroyable au micro. Il a eu une grosse progression à ce niveau-là dans cette année. Parlons de progression. Award suivant, la progression de l'année. Alors c'est pas évident. Alors numéro 3, j'étais pas très inspiré, j'ai mis Razor Ramon, je crois que je l'avais déjà mis en 93. Je trouve qu'il a progressé dans la qualité de ses top matchs. Mais c'est pas énorme, mais bon, c'est vrai qu'il a ladder match. Beaucoup de gens disent que c'est Shawn Michaels qui fait tout, je suis pas d'accord. Et il a eu un très bon match aussi dans sa performance individuelle contre Kevin Nash, donc Diesel à SummerSlam. Bon, sinon, voilà, rien de spécial, mais bon, il incarne toujours aussi bien sa gimmick, il est charismatique, il est régulier, pas de souci. Numéro 2, Owen Hart. Bon, de toute façon, entre 1 et 2, c'était chaud, ça se jouait entre Owen Hart et Diesel, hein. Automatiquement, c'est les deux lutteurs qui ont connu une explosion dans l'année qui était assez nette. Bon, pour moi, Diesel partait de plus loin. C'est-à-dire que Diesel, c'était pas donné qu'il allait faire des bons matchs. Owen avait déjà montré quelques petites choses assez valables en 93. Et au final, Diesel a été plus loin puisqu'il a gagné tous les titres de la fédération en une seule année. Il a fait plein de choses alors qu'Owen n'a pas pu gagner grand-chose. Il a même rien gagné à part le King of the Ring. C'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai préféré mettre Diesel. Après, ça se discute franchement. Parce que là, en disant tout ce que je suis en train de dire, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre Owen finalement parce que in kayfabe c'est Diesel, c'est clair, mais hors kayfabe, Owen a montré plus de choses au micro, etc. Mais c'est vrai qu'il avait déjà commencé à montrer un peu en 93. Ouais, c'est discutable. Bon, voilà. Bon, on va dire égalité. Voilà. Ensuite, mon Special Award. J'avais oublié de le faire le coup d'avant, je le refais là. Eh bien, je vais mettre en lumière Bob Backlund en 94. Parce que déjà, Bob Backlund, je pense que c'est un lutteur très sous-estimé dans l'histoire. C'était un très bon lutteur à la fin des années 70, début 80. Certes pas flamboyant, pas très éloquent au micro ni rien. Et je pense que son run en 94-95, il est un peu réduit au côté cartoonesque de certaines promos, notamment quand il fait sa campagne présidentielle en 95, des trucs comme ça. Mais le début du truc, c'est vachement bien. Comment il joue le gars qui a envie d'avoir ce title match, et la frustration après, et les promos où tu le comprends, c'est vrai que tu te dis putain, c'est vrai que il part, le mec il fait un hiatus, il revient 10 ans plus tard, les gens l'ont oublié quoi. Ou le siffle, ou s'en foutent de sa gueule, enfin c'est un peu terrible. Et il dit qu'il comprend plus les fans, et tout ça, ça ressemble pas mal à ce que Bret Hart va dire en 97 quand il va jouer l'anti-américain. Mais ça, ce qui marche vachement bien, c'est que c'est un heel vieux qui est contre la New Generation, qui est ce que la WF veut mettre en avant. Donc ça marche vachement bien. Et je trouve qu'il a vraiment bien joué son rôle au début. Après, il va commencer à en faire trop et ça va se barrer en couille. Mais j'ai beaucoup aimé ça et je me suis surpris à beaucoup aimer ce truc-là.
Parce que moi, j'avais pas vu ça à l'époque. J'avais vu des trucs de 94, mais ça, je l'avais pas vu. Et après, j'avais vu en 95 Backlund, mais là, c'était trop tard. Il devenait caricatural. De toute façon, la défaite contre Diesel en 6 secondes à Madison Square Garden, ça lui a fait mal. C'est clair que tout le momentum qu'il avait pu accumuler avec la rivalité contre Bret Hart, ça s'était effondré. Puis en plus, en 95, il va faire des matchs de merde, donc voilà. Allez, award suivant. La rivalité de l'année. Alors, il y a plusieurs rivalités ou storylines qui sont pas mal. Il y a la construction du clan DiBiase avec le Hilton de Tatanka et tout ça, rivalité contre Luger. Il y a... Enfin, il y en a plusieurs. Il y a ça, plus les 3 du podium, on va dire. Alors, la 3e du podium, c'est la rivalité entre les membres de la clique. Donc, Razor Ramon contre, en gros, Shawn Michaels et Diesel, avec un peu de One Two Kid par là. Je l'ai mis que 3e parce que malgré qu'il y a eu beaucoup de bons matchs, il y a du charisme, il y a de la qualité au micro, voilà, ça reste une rivalité assez classique. Voilà, c'est des mecs qui se battent autour d'un titre. Alors que ma numéro 2, Backlund versus Bret Hart, est beaucoup moins réputée parce qu'il y a un côté moins classe, Backlund, mais c'est original. Je viens de détailler ce qui s'est passé, donc je ne vais pas y revenir. Et puis la numéro 1, pour moi, elle est claire et nette et forcément numéro 1, c'est Bret Hart contre Owen Hart. C'est une storyline qui est originale, qui a été beaucoup refait, mais jamais aussi bien par la suite, notamment avec les Hardy Boys ou Christian Edge. Ça a donné des bons matchs, ça a donné des bonnes promos, ça a donné des moments marquants, je vais y revenir dans les moments de l'année. Ça a été très très positif pour tout le monde. Je pense que ça a beaucoup aidé Bret Hart à être encore un meilleur babyface. Ça a évidemment énormément aidé Owen Hart, et ça a aussi découlé sur Bob Backlund et sur le Bulldog, et donc c'était plutôt cool. Et même Neidhart qui est redevenu pertinent, tout ça, donc c'était plutôt cool. Enfin, tout a été bon. Ces 3 storylines sont quand même vraiment de qualité. Ensuite, Tag Team de l'année, donc la meilleure équipe. Alors, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est une année où la division par équipe s'est un peu pété la gueule, hein, encore un peu plus. Bon, après, il n'empêche qu'il y avait des équipes valables. La numéro 3, les Smoking Guns, une équipe sous-estimée. En 93-94, ils étaient très très flamboyants, beaucoup de double team moves, des séquences en miroir qui rappellent les Rockers avec des doubles dropkicks et machin. Ils ont un match qui est fun, c'est eux deux contre Yokozuna et Crush. Donc ils sont complètement outmatched en termes de gabarit et tout, et ils font une performance assez rigolote. Bon, ils n'ont pas beaucoup de bons matchs à faire, ils sont pas très utilisés. Mais tu vois, voilà, Smoking Guns contre les Violent Baddies, ça aurait pu être vachement bien. 2 équipes sous-utilisées, tu te dis, voilà. Bref. Numéro 2, les Head Shrinkers. Enfin, la WF va se rendre compte et ils vont les mettre champions dès le début de l'année 95. Numéro 2, donc les Head Shrinkers. Alors je triche un peu parce qu'il y a eu 2 versions des Head Shrinkers en 94. Il y a eu la première version, l'original, c'est-à-dire Fatou et Samu. Et en fait, Samu va partir pour cause de blessure au dos, je crois. Et il va être remplacé par Sioni, qui est nul autre que l'ex-Barbarian. Qui va être d'ailleurs un des 2 membres d'une équipe que j'aime bien, de la WCW, les Faces of Fear. J'y reviendrai. Voilà, donc les Head Shrinkers, les 2 versions sont plutôt pas mal. Ils ont eu pas mal de bons matchs. Le truc un peu con, c'est qu'ils vont complètement lâcher l'affaire de leur gimmick à la fin de l'année, où voilà, ils vont se mettre à parler en anglais, ils vont porter des bottes, enfin bon, voilà. Et je pense que c'est qu'ils en avaient ras le cul de faire les papous. Bref. Mais ils ont eu plusieurs bons matchs, notamment contre les Quebecers, justement, qui est l'équipe de l'année, malgré qu'ils aient fait que 6 mois. Ils ont fait que 6 mois dans l'année, mais c'est l'équipe de l'année, et pour moi c'est clair. Les 6 mois qu'ils ont fait sont incroyables. Ils ont eu des très bons matchs contre Marty Jannetty, One Two Kid, contre les Men on a Mission, contre les Head Shrinkers, où ils ont enfin, ouais, moi je les adore de toute façon. Ils sont restés 1 an à WF, mais pour moi c'est un des runs d'une équipe les plus solides, et ça fait de cette équipe une de mes équipes préférées de tous les temps. Et c'est sur plutôt le pan de 94 qui m'ont le plus impressionné, parce que ils ont eu des matchs contre des équipes qui n'étaient pas forcément excellentes sur le papier. On voit toute l'équipe Jannetty, ça va. Mais franchement, avoir des matchs de cette qualité contre Men on a Mission, je suis à peu près certain qu'ils ont le meilleur match en carrière de Men on a Mission, c'est celui de Raw. Et ils ont probablement le meilleur match des Head Shrinkers. Ou en tout cas, ouais, si on exclut Samuel SWAT Team, c'est quasi certain. Voilà, c'est quand même remarquable. Donc, l'équipe de l'année. Je continue. Pay-per-view de l'année maintenant. Bon, il y avait 5 pay-per-view à l'époque, donc je vais faire mon top 5 dans l'ordre. Le moins bon pay-per-view de l'année, pour moi, c'est Survivor Series. Parce que le premier match est cool, mais le booking prend le dessus et ça finit un peu en eau de boudin. Le Backlund Bret Hart, qui est le gros match one-on-one de la soirée, il est moins bien que le match qu'ils ont à Raw. C'est à Superstars, pardon. C'est moins bien. Et ouais, ça dure un peu trop la fin. Bret Hart dans le Chicken Wing, c'est un peu relou. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas un show foufou. Puis bon, voilà, Yokozuna Undertaker, c'est pas non plus la fête.
Donc ça, c'est donc vraiment le moins bon pay-per-view. Les quatre autres, pardon, sont assez solides. Je mettrais le Royal Rumble en quatrième, parce que finalement, le Rumble match est très bon, mais les matchs de l'Undercard sont assez moyens, tous. Je suis assez déçu du Quebecers contre Bret Hart et Owen Hart, notamment. Mais là encore, c'est le booking qui a pris le dessus. Bon, c'était les malheurs de l'époque. Et du coup, numéro 3, j'ai mis King of the Ring. Oui, bah, King of the Ring. Alors, King of the Ring, il a un truc assez marrant. C'est qu'il y a un guest, alors je sais plus, il s'appelle comment le mec. Il y a un guest à la table des commentateurs. Et le mec, il n'y connaît strictement rien au catch. Et ce qui est drôle, c'est que limite, il va te dire que c'est faux, quoi. Enfin, il est complètement à l'ouest, le mec. Mais c'est drôle à écouter. En nanar. Un drôle côté nanar. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Macho Man à côté qui essaie de rattraper le coup à chaque fois. Ça me fait trop marrer. C'est le clash. Macho Man qui est quand même un fils de promoteur. Donc je pense que lui, le kayfabe, ça lui tient à cœur. Et il entend l'autre qui est là, qui est complètement à l'ouest. Ça me fait marrer. J'aurais une anecdote comme ça en 95 pour la WCW. Il faudra pas louper. Parce que je me suis rendu compte d'un truc qui est hyper drôle. L'autre jour. Je vous le dirai quand ça sera 95. Parce que j'aurai pas beaucoup de trucs positifs à vous dire sur 95 à la WCW. Donc celui-là, je me le garde. Bref. Numéro 2, SummerSlam. Ah, alors pourquoi King of the Ring quand même numéro 3? Parce qu'il y a quand même le tournoi qui est cool, Owen Hart couronné, le Diesel Bret Hart qui est bien. À défaut, le Piper Lawler qui a chié, mais c'est pas grave. Numéro 2, j'ai mis SummerSlam et numéro 1, WrestleMania. C'est deux très bons pay-per-view, mais j'ai tendance maintenant, et c'était peut-être moins le cas avant, à penser qu'un pay-per-view avec des top matchs de très haute qualité et à côté des choses un peu faiblardes, c'est mieux qu'un pay-per-view qui est solide tout le long, mais avec aucun top match vraiment hyper fort. Je suis pas un énorme fan du cage match Bret Hart Owen Hart. Du coup, alors que le ladder match et le Bret Hart Owen Hart de WrestleMania, par contre, là, c'est des putains de matchs. De toute façon, c'est les deux meilleurs matchs de l'année, hein, pour moi, qui ont eu le même pay-per-view. Donc, à un moment donné, il faut le mettre pay-per-view de l'année, je pense. Même si le reste du show est pas extraordinaire. Voilà. Mais il y a deux des meilleurs moments de l'année aussi, donc voilà. Alors justement, les moments de l'année. Quelle transition, attention, je suis excellent. Moment de l'année, alors il y a pas mal de trucs pas mal. Le top 3 est pas monstrueux. Il y a plein de trucs bien en fait. J'aurais pu mettre le Hilton Tatanka, Bret Hart champion à la fin de WrestleMania avec Owen Hart qui vient et qui dit What about me et tout. Diesel qui fait son face turn, Owen qui ça fait son deuxième heel turn sur Bret Hart si vous voulez. Ou Backlund qui fait son heel turn, ça aurait pu être dans le podium. J'ai décidé de mettre troisième du podium la fin du Royal Rumble. Avec l'égalité entre Luger et Bret Hart. Je trouve que ça a été super bien fait. Ils tombent vraiment en même temps et tout, le ralenti est beau. Ça a été fait exprès, contrairement à 2006, avec Cena et Batista. Et en fait, après, ils ont levé la main à tour de rôle des deux, et puis ils essaient de voir à l'applaudimètre lequel était le plus populaire pour peut-être un petit peu déjà décider de qui gagnerait le titre à WrestleMania. Et ce que je trouve marrant aussi de le regarder, en plus de l'ambiance et du côté original et tout ça, et de l'exécution, c'est de voir comment Bret Hart essaye d'influencer le public en jouant la blessure et tout ça et tout ce qui lui est arrivé avant avec Owen Hart. Et s'il gagne à l'applaudimètre, c'est grâce à ça, je pense. Donc alors que Luger est assez lambda. Après, c'est aux États-Unis et Bret Hart est canadien, donc il avait ce petit déficit-là à combler aussi, c'est normal. Numéro 2, Backlund champion. Moi, je trouve que c'est un moment extraordinaire. Déjà parce que symboliquement, de remettre le titre de champion à un gars qui a été champion 6 ans, qui a disparu et qui revient 11 ans après même, pour regagner le titre, je trouve que c'est fort. Et en fait, la manière dont ça se passe, en plus les changements de titre, il n'y en avait pas non plus beaucoup à l'époque, la manière dont ça se passe, je trouve ça assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, regardez sur la série. Hein. En gros, c'était un match où c'était un I Quit match, en gros, hein, où soit le lutteur devait abandonner, soit son coin, je sais pas comment on l'appelle, enfin son représentant au bord du ring devait jeter l'éponge, qui est une serviette en réalité. Donc, jeter la serviette. Et en fait, donc, du côté de Bret Hart, c'est le Bulldog, et du côté de Bob Backlund, c'était Owen Hart. Et Owen Hart, en gros, il a bien annoncé, de toute façon, même si tu abandonnes, je jetterai pas l'éponge. Voilà. Et à un moment donné, donc, le Bulldog est assommé dans le match, et Owen Hart va chercher sa mère, donc, et la mère de Bret Hart, par la même occasion, et Stu Hart, donc le père de Bret Hart, c'est Helen, voilà, je retrouvais plus son nom, ils étaient au bord du ring, et il essaye de convaincre Hélène de jeter l'éponge parce qu'il dit regarde Brett il est coincé dans le chicken wing et tout, il va crever, faut absolument que tu jettes l'éponge, donc il essaye de l'avoir par les sentiments, et puis il fait style que lui-même il est concerné par la santé de Bret Hart et qu'il s'en veut et tout, et puis il finit par jeter le truc, et puis évidemment c'était de l'acting, mais je trouve que c'est prenant, le public ils sont là en train de chanter Brett et tout, machin, et puis quand ça arrive finalement ils sifflent et tout, puis j'aime bien parce qu'ils attendent, c'est là que la WF ils sont quand même forts, c'est que comme il y a des choses à voir, ils attendent le dernier moment pour que Howard Finkel dise
And new champion et tout, Bob Backlund pour qu'il se fasse bien huer, parce qu'avant ça, ils sont un peu outrés, ils regardent Owen Hart se barrer, ils regardent Bret Hart s'en aller avec son bras et tout, il vend et tout. Je trouve que c'est vachement bien foutu comme moment. Et voilà. Donc j'ai bien aimé, puis j'aime bien Bob Backlund. C'est vrai que le voir champion comme ça, et puis il est là un peu, il fait le fier, ça me fait marrer, putain, c'est super drôle. Voilà. Et la promo qu'il fait juste après est drôle aussi. Voilà, gros taré quoi. Et puis numéro 1, Owen Hart qui bat Bret Hart à WrestleMania. Pour moi c'est clair et net, c'est mythique. En plus juste avant, t'as la fin du match qui est super où Bret Hart sort du sharpshooter avec le contre dont il a le secret. Bret Hart tente de refaire le finish du King of the Ring, ce qu'il avait fait sur Bam Bam Bigelow. Owen Hart contre ce contre et tout, c'est super. Et puis surtout Owen Hart, les deux ont un acting. Pour moi ça fait partie des plus beaux actings de tous les temps à la fin de ce match. Owen Hart joue super bien, le mec surpris de lui-même. Au début, il est surpris et après, il est fier et tout. Et j'adore quand il va voir Bret qui est assis par terre, il lui fait tag dans ta gueule. C'est pire que s'il avait fait ça. Tu vois, il lui fait 3, je t'ai battu clean. C'est trop bien. Et le public, ils réagissent et tout. Ils sont contents et en même temps surpris et tout. Et Bret joue le mec dégoûté, mais trop bien. C'est génial. J'adore ce moment. Et puis bon, voilà, ça lance Owen Hart, ça lance WrestleMania. Puis quand tu vois la suite du booking de la soirée, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est cadeau. Donc voilà, donc je les compilerai, je les mettrai sur mon Google Drive, ceux-là, parce que comme ils sont bien, je les mettrai. Je l'ai pas fait pour WrestleMania 93. Si vous souhaitez vraiment les avoir, vous me dites. Mais bon, je suis pas sûr que vous soyez si nombreux que ça à vouloir absolument avoir ça, donc voilà. Ensuite, Match of the Year. Bon, je vous laisse regarder ma liste que j'ai mis en dessous. Bon, que dire? Il y a plein de top matchs quand même. Je vais peut-être parler des matchs moins connus. Je pourrais parler du Hart Brothers versus Steiner Brothers qui a lieu tout au début de l'année. Alors en fait, ce match-là, en réalité, il a eu lieu fin 93. Mais comme il a été diffusé qu'en 94, je le compte en 94. Bon, c'est discutable. C'est un match qui est pas du tout dans le registre de ce qu'il faisait à la WWF à l'époque. C'est pas du tout dans les standards des matchs par équipe. C'est beaucoup plus dans le registre de ce que la Stampede Wrestling pouvait faire dans les années 80 ou la WCW aussi dans une certaine mesure. C'est rugueux, c'est accroché, c'est vicieux, c'est couillu et tout. Ça n'a pas vraiment de storytelling très fort, mais c'est tellement bien. Et puis Scott Steiner, il fait à un moment donné son move là qu'il a inventé. Alors comment c'est comment il appelle le corkscrew pile driver, je crois, un truc comme ça. Il le fait pas souvent ce move là. Quand il le fait, j'adore. J'aime bien Scott Steiner. Voilà, c'est un match super cool, pas très connu. Je recommande. One Tree Kid Bret Hart, c'est extraordinaire aussi. J'adore comment Bret Hart arrive à donner l'impression qu'il est peut-être meilleur qu'One Tree Kid, mais que le style du Kid, c'est vraiment le mismatch parfait pour lui. C'est-à-dire le registre où lui, il n'arrive pas. Et ça, c'est vraiment bien fait dans ce match, j'adore. Et le One Tree Kid, Sean Whitman en avait parlé dans une interview, il a vraiment beaucoup de respect pour ce que Bret Hart a fait dans ce match-là. Bret Hart, Bob Backlund aussi à Superstars, c'est à voir, un match plutôt technique. N'empêche, Bret Hart, il a eu des matchs dans des registres très différents, avec One Tree Kid, avec Bob Backlund, avec Diesel, avec Owen Hart, en cage et tout. C'est vraiment énorme l'année qu'il a fait au niveau in-ring, là encore. Bon voilà, après, je ne vais pas détailler. Je vous recommande le Head Shrinkers, Quebecers, j'ai déjà parlé des Quebecers. Si vous voulez que je détaille un match en particulier, n'hésitez pas à me demander. Et puis enfin, le dernier award, l'award du meilleur lutteur de l'année, MVP. Alors, ça n'a pas été très difficile parce que finalement, il y a quand même 3 lutteurs qui ont un peu surnagé, qui ont un peu tout trusté. Il y aurait pu en avoir un 4e, mais ce 4e là, c'est Shawn Michaels, et en fait, il a quasiment pas lutté de l'année. Il a lutté en à peu près régulier jusqu'à WrestleMania, donc début avril. Après, il était en plus en valet de Diesel. Il a fait quelques matchs par équipe, 1 ou 2 par là, mais vraiment pas grand chose. Donc il pouvait pas être envisageable vraiment pour ce podium à partir du moment où il y avait du niveau à côté. Donc numéro 3, j'ai mis Razor Ramon, qui est solide toute l'année. Voilà, qui est un bon lutteur, rien de spécial, très bon, complet au micro, tout ça. Numéro 2, Owen Hart, qui est numéro 2 seulement parce que le numéro 1 c'est Bret Hart, et il est numéro 2 parce que de toute façon la plupart des bons trucs de Owen Hart, à une ou deux exceptions près, c'est avec Bret Hart. Alors que Bret Hart a été très bon avec Bob Backlund, avec Diesel, à côté de ça. Donc voilà, c'était assez cohérent que Bret Hart soit lutteur de l'année. Je pense que c'est peut-être sa meilleure année en carrière à Bret Hart avec 97. Où vraiment il éclabousse l'année de son talent en ayant en étant bon micro dans un style qui est bien à lui, en étant intéressant dans le selling à long terme, en étant cohérent avec un style différent. Enfin voilà. Je pense que les gens qui sont pas fans de Bret Hart en ont marre parce que je mets Bret Hart tout le temps lutteur de l'année depuis 91, 92, 93, 94.
Mais en même temps, voilà, ça se justifie à chaque fois. Et là, je pense que 94, j'ai pas besoin de trop de détailler. Ça paraît assez logique. Et je pense vraiment que tous les gens qui se feraient la saison 94 aboutiraient à cette conclusion-là. C'est assez net. Voilà, un petit mot sur le One Two Three Kid quand même qui a été très bon aussi, mais un cran en dessous. Voilà, ça sera tout pour là. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes dans le flou concernant un de mes choix, ou vous voulez un détail sur un truc, vous n'êtes pas d'accord ou autre. Ça pourrait être intéressant. Et puis à la prochaine, avec la prochaine vidéo, ce sera très probablement l'année 1980 dans les territoires NWA, tout confondu. Sujet passionnant s'il en est. Donc à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.